Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est la visite de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Paris, 2 semaines seulement après son précédent passage. Un président aux abois, car affaibli par la démission de son bras droit suite à un scandale de corruption qui entache sa gouvernance. Mais Zelensky a confiance en ses alliés européens pour négocier une paix honorable. Стараємось закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. Відносини і дякую за підтримку Франції і України. Tandis que l'armée russe maintient sa pression à l'est de l'Ukraine, des négociations entre Américains et émissaires de Poutine se dérouleraient en ce moment même, sans les Européens, jugés inutiles. L'Ukraine sera-t-elle forcée de capituler avant d'être dépecée par Trump et Poutine pour les terres rares, entre autres? On en débattra ce soir. Avant de vous retrouver dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonisseau, ces nuages sont infiniment poétiques. Et Xavier Mauduit, bon ben voilà, c'est cacadois quoi. Oui, un petit peu aussi, Elisabeth. Vous savez, pour son premier voyage hors d'Italie, le pape Léon XIV a choisi le Proche-Orient. Alors, il est actuellement au Liban, mais auparavant, il a tenu à s'arrêter en Turquie pour fêter le 1700e anniversaire du concile de Nicée, donc retour à Nicée. On n'imagine pas à quel point ce concile est important dans l'histoire de l'Église. Et vous, Marie? Moi, ça y est, comme on est en décembre, je nous emmène boire du vin chaud en Alsace, sur les marchés de Noël, comme des millions et des millions de touristes, un petit peu trop, paraît-il. Ah, à tout à l'heure. Et pour commencer, connaissez-vous la différence entre la gastronomie moléculaire, la cuisine moléculaire et la cuisine note à note? Savez-vous en un mot comment décuire un œuf? Eh bien, écoutez, pour le savoir, nous recevons un physico-chimiste de haut vol, merveilleusement piqué. Le Géo trouve tout des fourneaux, mais sans fourneau, d'une certaine façon. Hervé Thiss, qui publie un livre où la cuisine est quasiment réduite en équations. Est-ce la cuisine du futur? En tout cas, c'est fascinant, on le retrouve tout de suite. Bonjour, bonsoir Hervé Thiss. Bonsoir. Je vous présente Alain Ndiaye et Benjamin Sportou. Enchanté. Alors j'ai dans la main Invention culinaire, gastronomie moléculaire, votre dernier ouvrage chez Odile Jacob, puis j'ai un œuf. Il est dur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un œuf? Ah oui, c'est un œuf, oui, je Non, connais mais même attendez, la poule. Moi, je peux vous en faire en quasiment. plastique. Tenez. Je peux vous en faire en plastique. D'abord, la question, c'est la première. C'est pas dans le livre, mais je vous fais des extras. Est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il, enfin, cru ou dur? Alors, d'habitude, les gens font tourner, mais c'est pas ça. Quand il est frais, on le fait tourner, donc la coquille entraîne un peu l'intérieur tourne. Donc, si on l'arrête, il reste arrêté. Mais s'il est dur, là, vous voyez, il est arrêté, il est dur celui-là. Il s'est pas remis à tourner. Oui. Et comment je le décuis? Puisque vous avez une recette. C'est très simple, il vous faut une cuillerée de borudrure de sodium que vous versez par-dessus. Ça se met à mousser, et puis ensuite la mousse retombe et vous avez un œuf liquide. Mais c'est une vieille histoire, ça. Puis c'est avec des produits chimiques. Moi, je ne mets pas de chimie dans la cuisine. Jamais, monsieur. Jamais mais de tout chimie de même, dans la on aura cuisine. appris comment décuire un œuf en introïde. Votre profil idéal, rendez-moi mon œuf, Hervé Thiss. Mais vous êtes sûr que c'est un œuf? Parce que ça pourrait être... Non, mais vous savez, les couturières, elles ont des œufs en plastique qui ressemblent, hein, donc... Et la vraie question de l'œuf dur, c'est quand même, si vous voulez avoir 3 étoiles, d'avoir le jaune au centre, hein, parce que sinon, vous perdez une étoile. Toujours. Et alors, est-ce qu'il est Vous avez un certain nombre d'étoiles dans le cerveau. Rendez-moi mon œuf. Voilà votre profil idéal. Rendez-moi ça. Hervé Thiss, dans votre livre, vous proposez des recettes qui permettent de créer de nouveaux plats. Comment votre parcours vous a-t-il permis de réinventer la cuisine? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. L'année de vos 6 ans, on vous offre une boîte de jeu Le Petit Chimiste. Un peu plus tard, vous tentez d'isoler tous les éléments chimiques. Je devais avoir au moins 60 fioles remplies de produits dans ma chambre. À la fin des années 80, vous créez une nouvelle discipline scientifique que vous nommez la gastronomie moléculaire. Une branche de la physique chimique qui étudie les phénomènes qui surviennent lorsqu'on cuisine. En 1993, avec Les Secrets de la casserole, vous expliquez notamment que les viandes changent d'apparence et d'odeur à la cuisson grâce à la réaction entre les sucres et les acides aminés. Vous intervenez dans de nombreuses émissions, notamment dans la fameuse Cuisine des mousquetaires sur France 3. Il y a un ensemble de réactions chimiques qui sont des réactions où les molécules brunissent, qui s'appellent des réactions de brunissement ou réactions de Maillard et qui font que ça sent bon, là, vous savez? Ça sent plus la viande crue, hein? Oui, ça sent la viande crue. Alors là, vous êtes en train de faire plein de réactions chimiques, des réactions de Maillard, plein à la fois. C'est pas beau, ça? Oui, c'est beau. Malgré votre passion pour la cuisine, malgré vos nombreuses collaborations avec de grands chefs, vous vous revendiquez toujours comme physico-chimiste.
Je bricole, je fais de la technique culinaire. Et d'ailleurs, je ne me mets qu'au service des chefs pour la partie technique, jamais pour l'association des goûts, des saveurs. Après la gastronomie moléculaire, vous inventez la cuisine moléculaire, soit l'utilisation d'instruments de laboratoire comme le siphon pour préparer des mousses ou des sauces, ou encore l'azote liquide pour obtenir des sorbets. Vos recherches vous mènent ensuite à la conception d'une troisième discipline, la cuisine note par note. Vous utilisez par exemple des protéines, de l'eau et des composés synthétiques comme ce 4,5-diméthyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofurane 2-1. Vous mettez un millième de goutte dans un plat et vous avez comme un vin jaune du Jura. Pour élaborer un joli steak vert fluo. Aujourd'hui, vous proposez un livre de recettes, salade de jaune à 67 degrés ou encore carottes à la Maillard. En 2006, vous déclariez « La seule question culinaire, c'est comment faire pour donner de l'amour à celui qu'on nourrit. » À celui ou au sel. À celui ou à celle qu'on nourrit. Il est juste, votre portrait. Il est tout à fait extraordinaire parce que c'est bien la première fois que je vois qu'on ne confond pas la gastronomie moléculaire qui se fait dans un laboratoire, dont je viens là, la cuisine moléculaire qui est une application et la cuisine note à note qui en est une autre. Alors, la cuisine note à note, c'est quoi? Parce que ça y est, on a compris la différence entre gastronomie et cuisine moléculaire. Cuisine note à note, c'est quoi? C'est les éléments? On se concentre sur des éléments? Non, la cuisine moléculaire, c'était prendre des matériels venus des laboratoires. Donc l'azote liquide, les siphons, tous les siphons avec lesquels les gens se shootent maintenant. Enfin bref, moi j'avais proposé des pompes. Une pompe, c'est renouvelable. Avec les cartouches, c'est pas renouvelable. Enfin bref, ça c'est du passé, c'est pour les grands-pères. Oui. Mais la cuisine note à note, c'est, vous voyez, dans une carotte par exemple, il y a de l'eau, des protéines, des polysaccharides, des machins. Si vous les séparez, vous avez des flacons avec des poudres et des liquides, et puis vous composez un plat. C'est comme la musique de synthèse. Et aujourd'hui, il n'y a plus que de la musique de synthèse. Voyez. Donc demain, il n'y aura plus que de la cuisine note à note, comme les notes d'un piano. Et c'est pour ça que la crème anglaise, on peut la résumer en une formule, W bar, entre parenthèses, G plus S. Oui, mais ça, c'est pour les quoi, initiés. Initiez-nous, Hervé. Eh ben, W en anglais, ça veut dire water. Oui. G, ça veut dire G comme gaz. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute des bulles de gaz. Oui. Et S, c'est un solide, parce qu'en réalité, vous avez une image de crème anglaise. Et la crème anglaise, on a dit que c'était une émulsion, ce qui n'est pas vrai. C'est l'œuf qui coagule. Donc, il y a des tout petits grumeaux. Et quand ça fait des vrais grumeaux, ces petits grumeaux s'agrègent. Et les grands-mères avaient raison de dire, quand la crème est grumelée, vous secouez avec du lait dans une bouteille, et ça se défait. Alors c'est vrai, sauf que le goût de cuit demeure. Et j'ai pas trouvé de moyen d'enlever ce goût de cuit qui est pas très agréable. Vous êtes un peu l'intelligence artificielle de la cuisine, en fait. Vous vous interdisez rien. Alors d'abord, il faudrait que je sois intelligent, et ensuite, il faudrait que je sois artificiel. Alors moi, je suis naturel, enfin, le plus possible. J'ai qu'une vie, donc je ne vais pas me mettre à être artificiel. Et puis intelligent, ben, non, il faut tendre avec effort vers l'infaillibilité sans y prétendre. C'était Chevreul, un grand chimiste, qui disait ça, et c'est un bonhomme super. D'ailleurs, votre livre est un hommage à des chimistes incroyables. Faraday, c'est très important. Wurtz. Oh, donc du coup, et vous donnez leur nom à des recettes, donc on mange un Wurtz, et on n'est pas cannibale, mais on mange tous ces chimistes. Et on fait mieux que faire une statue sur laquelle les pigeons viennent crotter. Absolument, Hervé Thies. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna une réaction physico-chimique extrêmement en vogue en ce moment. Ah oui, la fermentation. Excusez-moi, il y avait un truc qui était faux. Ouais. Parce que c'est moi qui ai fait la faute. J'ai parlé de réaction de Maillard. Or, depuis 2 ans, j'ai fait un travail d'histoire de la chimie et j'ai découvert que Maillard n'a rien découvert. Donc, il ne faut plus parler de réaction de Maillard. Très important. Okay. Ainsi sera-t-il entendu et dit et corrigé. Alors, maintenant, la fermentation des aliments, Anna. Oui, alors peut-être que vous connaissez, vous en avez entendu parler du kimchi, c'est du chou épicé fermenté, le kéfir, une boisson pétillante à base de graines fermentées, ou du miso, une pâte de soja qu'on retrouve notamment dans la fameuse soupe miso. Alors le point commun avec... le kombucha. Et le kombucha aussi. Ah oui, d'accord. Et bien d'autres encore. Ouais. Et le point commun entre tous ces produits, eh bien, c'est la fermentation. C'est donc un processus qui consiste à transformer des aliments grâce à l'action de levures ou de bactéries, le tout dans un environnement sans oxygène, en gros dans des bocaux. Et cette technique ancestrale, eh bien, elle revient en force et elle séduit de plus en plus les restaurateurs étoilés. Pour plusieurs raisons, ça permet déjà de conserver pendant de longues périodes des produits qu'on a récoltés pendant l'été, sans additifs ni conservateurs. Et puis, ça permet aussi de redécouvrir certains aliments puisque les textures et les goûts sont différents. La difficulté, en revanche, c'est qu'entre fermentation et moisissure, il n'y a qu'un pas. Et donc, ça demande un peu de maîtrise. Est-ce que vous, cette réaction chimique, vous l'avez étudiée? Et est-ce que vous pensez que ça peut révolutionner la gastronomie, comme le pensent certains chefs?
Alors, c'est une question compliquée, parce qu'en réalité, moi, je suis alsacien, donc la choucroute, c'est quand même du chou fermenté. Hein. Tout à fait. Les navets suris, c'est pareil, et surtout le kouglof. Alors, en revanche, j'ai un enregistrement de Pierre Gagnère qui dit que mon kouglof est le meilleur du monde. Et ce kouglof, c'est une idée simple, c'est que, tiens, vous avez dans votre reportage, vous avez parlé d'une molécule à rallonge. Elle a un petit nom qui est Sotolon. Et il se trouve que le vin jaune du Jura, vous voyez, c'est dans un tonneau, il y a des bactéries, des levures par-dessus, et il y a un goût de vin jaune, qui est un goût très extraordinaire. Et il se trouve que les bactéries, quand elles meurent, et les levures libèrent ce Sotolon naturellement. Et ce Sotolon, on le retrouve dans le champagne, parce que vous voyez, quand vous avez le champagne et que vous tournez d'un quart de tour, les levures meurent et arrivent au fond, et elles ont libéré leur Sotolon, ce qui fait le goût de brioche. C'est-à-dire que la même molécule fait brioche quand c'est en petite quantité, ou bien vin jaune. Si au lieu de fermenter votre brioche une fois, vous la rabattez la pâte, elle refermente, vous la re-rabattez, et vous avez un goût qui vous emplit le palais de brioche, c'est absolument génial. Et ça, c'est la fermentation. Donc c'est Il super. faudra nous en apporter la prochaine fois. Dites, on dirait un peu un manuel pour les survivalistes, hein, c'est-à-dire comment pallier l'absence d'ingrédients, on ne sait jamais, dans un futur proche, pour continuer à se nourrir, non ? Oh, moi, je suis pas comme ça. Je suis un peu gourmand quand même. Et ce que je vise, c'est de faire mieux. Voilà, c'est pas de l'ersatz. L'ersatz m'intéresse pas. Mais d'ailleurs, on a parlé de cuisine moléculaire, de cuisine note à note, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il y aura encore après? Et moi, je rêve, par exemple, en ce moment, on injecte des souvenirs dans le crâne d'un rat. Est-ce qu'on pourrait pas injecter des goûts? C'est-à-dire que vous voyez, vous appuyeriez sur un bouton, vous auriez comme le pianoctel de Boris Vian, vous jouez du piano et crac, vous avez le coq au vin, quoi. Ça serait super. Non, mais ça, c'est votre côté un peu fantasque, Hervétis. Non, je suis très sérieux. Non, mais il y a une question qui vous taraude, c'est comment on va nourrir 10 milliards d'individus d'ici 2100. Est-ce que vos recherches, cuisine note à note, peuvent contribuer à à solutionner cette problématique? Alors, la question est liée difficile. aux limites, La division aux limites est des difficile. ressources. Aujourd'hui, on nourrit 6 milliards. On sera 10 milliards, sans doute. Donc, il y a un cap à passer, mais il y a 30% de gaspillage. Alors, si on arrivait à supprimer le gaspillage, voilà. Or, le gaspillage, c'est parce qu'il y a des produits frais. J'étais hier boulevard Edgar Quinet, il y avait un marché. À Paris? Il y avait à Paris, pardon, il y avait plein de fruits et de légumes qui étaient jetés. Si à la ferme, on avait enlevé l'eau, on n'aurait pas transporté de l'eau, parce que un 10 tonnes de tomates qui vient de je sais pas où, loin, il transporte de l'eau. Hein. Alors que si on avait les fragments de la tomate, on ferait de la cuisine. Et de toute façon, il va y avoir un truc formidable, c'est les imprimantes 3D alimentaires qui vont arriver, qui arrivent déjà. Et dedans, on peut pas mettre des carottes et des navets et de l'agneau ou du bœuf. On peut mettre les ingrédients de la cuisine note à note. Donc c'est un allié que j'avais même pas anticipé. Mais c'est pas dans mon livre. Ça, c'est dans mon livre. On fait la vraie cuisine. C'est le prochain, Hervétis. Là, il y a encore des œufs. On ne sait pas encore, sont-ce des œufs, mais il y a encore des œufs. Merci. Invention culinaire, gastronomie moléculaire, chez Odile Jacob. Et pour savoir comment décuire un œuf, écoutez, vous contactez sur son blog Hervétis, qui vous expliquera ça. Merci infiniment. On passe à notre débat sur les négociations en vue de la fin de la guerre en Ukraine, qui sont menées en ce moment sans les Européens par les représentants de Donald Trump et de M. Poutine. Zelensky, lui, était en France aujourd'hui à la recherche de soutien alors que son pays est confronté à la pression militaire russe et vit un séisme politique lié au scandale de corruption. Zelensky est-il trop affaibli pour négocier? Quel rôle d'ailleurs pour les Européens? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Opération Sauvons le soldat Zelensky aujourd'hui à l'Élysée. Celui qui incarne depuis bientôt 4 ans la résistance ukrainienne n'a jamais été aussi affaibli. Emmanuel Macron lui a réaffirmé son soutien. Notre volonté est évidemment de bâtir une paix juste et durable pour les Ukrainiens, le jour d'après le cessez-le-feu, et pour l'ensemble des Européens. Un soutien précieux au moment où un scandale de corruption éclabousse Volodymyr Zelensky. Son bras droit, le tout-puissant chef du cabinet présidentiel en charge des négociations de paix, a été contraint à la démission vendredi. Donald Trump n'a pas manqué de tacler Kiev. Le nouveau négociateur ukrainien, dépêché ce week-end en Floride où se tiennent des pourparlers, n'est pas en position de force. Mais il affirme que les discussions avancent entre 2 remerciements appuyés. Nous remercions les États-Unis et leur équipe pour leur aide précieuse. Les États-Unis nous soutiennent et sont à nos côtés.
Diplomatie ou méthode Coué? Les négociations de paix se poursuivront demain à Moscou. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, y rencontrera Vladimir Poutine, qui a déjà prévenu, il refuse de signer tout accord avec le président Zelensky. Но это сейчас просто практически невозможно. После чего президент утратил свой легитимный статус. Les Ukrainiens, eux, confrontés à la guerre et au scandale de corruption, apparaissent divisés entre ceux qui continuent de soutenir le président Zelensky et ceux qui veulent tourner la page. Il faut remanier tout le bureau présidentiel, tout le gouvernement. Et seulement alors, nous pourrons espérer un quelconque changement. Alors l'Ukraine doit-elle préparer l'après-Zelensky? Le président ukrainien peut-il tenir sous la pression des Russes et des Américains? Faut-il craindre, comme la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, une reddition de l'Ukraine? Pour répondre à ces questions, nos trois invités, Pierre Lévy, bonsoir. Vous fûtes ambassadeur de France à Moscou entre 2020 et 2024. Votre dernier ouvrage, Au cœur de la Russie en guerre, vient de paraître. Et selon vous, Pierre Lévy, les affaires de corruption montrent la vitalité démocratique de l'Ukraine. On ne verrait certainement pas des institutions qui enquêtent sur la corruption du régime en Russie. Même si Zelensky est affaibli dans les négociations, vous considérez qu'il continue d'avoir le soutien de la population. À côté de vous, Antoine Vitkine, journaliste et réalisateur de documentaires. Vous avez réalisé notamment le documentaire Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Et vous considérez que l'Ukraine est en train de jouer sa survie. Avec ce scandale de corruption, les Américains et les Russes essayent d'en profiter pour obtenir encore une fois de nouvelles concessions. Et à côté de vous, Vera Grantseva, bonsoir, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po. Dernier essai, les Russes veulent-ils la guerre? Selon vous, l'Union européenne doit aider financièrement l'Ukraine. Elle a le droit de financer tout ce qui a été détruit dans le pays en utilisant les avoirs russes gelés en Europe. Et on va démarrer avec le paria du jour, entre guillemets. Exactement, si je puis dire, c'est Andrei Yermak, 54 ans, l'ancien chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, poussé donc à la démission pour des soupçons de corruption. Une grande perte pour le président ukrainien, c'était son véritable bras droit, son homme de confiance, son deuxième cerveau, disait-on même dans son entourage, et surtout le négociateur ukrainien pour les pourparlers de paix avec la Russie. Vera Grantseva, il est grandement fragilisé, le président ukrainien, par cette affaire. C'est un coup assez dur pour Zelensky. Effectivement, Andrei Yermak était un de ses proches dès ses premiers jours, mais aussi au niveau de processus, comment gérer les affaires et comment aussi négocier, parce qu'on sait qu'Andrei Yermak était aussi très, très tôt chargé des relations internationales dans l'office du président de Zelensky. Donc oui, pour lui, c'est dur. En même temps, on ne peut pas dire que ça le fragilise à 100%, parce qu'il a pu quand même très vite aussi prendre une décision pas facile pour lui, donc le limoger, et montrer que quand même les intérêts de la nation ukrainienne étaient plus importants pour lui que l'amitié et que le soutien effectivement qu'il a dans Andrei Yermak. Pierre Lévy, pour vous, c'est un signe de vigueur démocratique, vous direz? Oui, enfin, clairement, il est affaibli par cet épisode. Et les Russes ont toujours la caractéristique, en fait, de très bien exploiter les faiblesses, les vulnérabilités de l'adversaire. Plus que d'utiliser leur force, finalement. Et dès le début des premières affaires de corruption, j'écoutais les déclarations à Moscou, en particulier du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui disait « Mais regardez où va l'argent des Occidentaux, vous devriez quand même faire attention ». Donc ils exploitent ça dans un mouvement général qui vise à délégitimer Zelensky, d'ailleurs le président américain faisait la même chose, et puis surtout installer, pour reprendre un terme à la mode, un narratif selon lequel l'Ukraine est en train de s'effondrer, qu'il faut maintenant être réaliste, que voilà, s'il ne conclut pas maintenant un accord, plus tard ça sera pire. Ouais. Mais Antoine Vitkine, de fait, il a perdu de son aura quand même, cet homme, ou pas? Celui qui est à Paris aujourd'hui, Zelensky. Alors, je pense que d'abord, il faut se garder de donner trop de leçons à l'Ukraine. On est quand même un pays qui a connu un ancien président de la République en prison dans le cadre d'une affaire de corruption. On voyait tout à l'heure des images de Donald Trump. Qui est en exercice aussi actuellement. Absolument, oui. Donald Trump donnait des grandes leçons sur la corruption. Il est lui-même le président américain le plus corrompu depuis le 19e siècle. Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas trop... il est évidemment affaibli, je souscris avec ce qui a été dit, mais il ne faut pas trop personnaliser, je crois, cette affaire.
La différence entre une dictature et une démocratie, c'est qu'en démocratie, bien, les présidents occupent des fonctions auxquelles ils sont élus, ils viennent, ils repartent. Zelensky était président, effectivement, en 2022. Un autre président à sa place aurait, de la même manière, peut-être pas avec ce talent-là, mais en tout cas aurait également évidemment résisté à la Russie, parce que ce qui se joue, c'est tout simplement la survie de l'Ukraine, et elle continue de se jouer aujourd'hui. Zelensky est affaibli, certes. Zelensky, je pense, ne joue pas sa survie. Ceux qui jouent leur survie, ce sont les Ukrainiens. Et ça continue d'être le cas. Et ce que je veux dire, c'est qu'il était président en 2022. Un autre aurait également résisté. Et ça, les Ukrainiens le savent très bien. La volonté de résistance à l'agression russe qui continue encore aujourd'hui, elle est celle de l'Ukraine. Donc effectivement, qu'il ait perdu de son aura, ça n'a pas grande importance. Moi, j'étais en Ukraine pas plus tard que l'été dernier. Effectivement, il est relativement impopulaire pour un certain nombre de raisons. En revanche, la ligne de la résistance à l'Ukraine est très majoritairement soutenue, y compris par son opposition. Il y a une opposition en Ukraine, il y a un parlement, il y a des partis politiques. Oui, mais Vera Grantseva, est-ce que ça ne met pas dans l'embarras les Européens, tout de même ? Oui, effectivement. Et Emmanuel Macron, notamment, qui le reçoit aujourd'hui. On peut se demander à quel point aussi il faut que l'Europe peut-être contrôle davantage et aide l'Ukraine à lutter contre la corruption. Donc effectivement, peut-être plus des mécanismes européens qui ont déjà montré leurs preuves dans d'autres pays, parce que l'Ukraine n'est pas le seul pays européen où il y avait la corruption. Ça lui avait été demandé dans le cadre de l'intégration à l'Union européenne, d'ailleurs, de lutter contre la corruption. Donc effectivement, ici, on peut penser aux mécanismes européens qui ont déjà montré leur efficacité dans d'autres pays qui ont accédé à l'Union européenne, parce qu'on voit qu'effectivement, si on compare avec la Russie, on ne parle pas de corruption en Russie, parce que personne ne peut en parler. Les personnes qui en parlent, ils finissent dans les prisons et ils meurent. Aux États-Unis aussi, effectivement, aujourd'hui, quand on parle même de Steve Witkoff, on est focalisé un peu sur l'Ukraine. Donc l'émissaire américain pour les négociations. Sauf que Steve Witkoff, si on creuse un peu, il y avait une très belle enquête par nos collègues de The Insider qui ont sorti en fait les liens de Witkoff avec la Russie qui durent depuis déjà plusieurs années, où il a investi, il a profité. Parce que c'est un mania de l'immobilier. Exactement, voilà. Donc il y a la corruption partout, on peut dire ça. Et les Européens, bien sûr, ils paient attention à l'Ukraine, mais il ne faut pas se focaliser non plus et se dire que c'est le problème qui va détruire ce pays, mais il faut se focaliser sur les mécanismes qui peuvent aider l'Ukraine. Moi, je crois qu'au contraire, justement, ça met en valeur, ça met en lumière la force des leviers européens. Il ne faut pas oublier une chose quand même au départ de cette crise, c'est que l'étincelle, elle est européenne. Vous vous souvenez, en 2013-2014, les Ukrainiens voulaient signer l'accord d'association avec l'Europe. Il y a eu des pressions sur Yanukovych, forte russe, ils ont refusé finalement. Et c'est ce qui a déclenché. Et aujourd'hui, avec la conditionnalité européenne en termes d'état de droit, d'économie de marché, de lutte contre la corruption, ça montre que nous avons un levier considérable, justement, pour faire de l'Ukraine un pays, pour européaniser l'Ukraine, pour dire les choses simplement. Et ça, je crois que de l'autre côté de la frontière, je ne sais pas où sera la frontière de l'Ukraine future, mais en tous les cas, ils verront que la vie change de l'autre côté, comme les Polonais ont vu que la vie change en Allemagne et ont été sur la voie de l'adhésion. Nous avons un levier considérable, compliqué à jouer, mais c'est l'avenir. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que Volodymyr Zelensky semble affaibli, mais un homme a l'air de faire une sorte de percée, voire de faire l'unanimité. Oui, cet homme, c'est Valéry Zaloujny, l'actuel ambassadeur d'Ukraine à Londres et qui, avant cela, a commandé l'armée ukrainienne de 2021 à février 2024, avant d'en être limogé par Zelensky en personne. Alors, il est surnommé le général de fer et surtout, il est considéré par les Ukrainiens comme un héros de guerre. C'est lui qui a tenu le front pendant les premiers mois de l'invasion et qui a empêché la prise de Kiev. Ce n'est donc pas étonnant qu'il soit la deuxième personnalité la plus connue en Ukraine derrière Zelensky. D'ailleurs, quand on compare leur cote de popularité, il a une longueur d'avance, 73% contre 60% pour Zelensky, selon les derniers chiffres de l'Institut national de sociologie de Kiev. Autre atout pour Zaloujny, il peut compter sur la confiance des Américains. Une enquête du Guardian de fin août a d'ailleurs révélé qu'il a les faveurs du vice-président J.D. Vance. Vous vous rappelez certainement, après l'entretien désastreux entre Trump et Zelensky, c'était le 28 février dans le bureau ovale,
J.D. Vance aurait ensuite tenté d'appeler Zaloujny par plusieurs moyens diplomatiques dans le but de remplacer Zelensky. Lui n'a jamais répondu par loyauté envers son président. Mais a-t-il pour autant des ambitions politiques ? En tout cas, une journaliste ukrainienne indépendante pense que oui. Elle assure qu'il serait déjà en campagne et en train de constituer une équipe depuis Londres. Et lui, il ne dit pas oui, mais pas non non plus. Il a déclaré l'année dernière que s'il décide de se lancer en politique, vous l'apprendrez de moi en premier et en privé. Antoine Victine, est-ce que Zelensky a du souci à se faire pour la suite, selon vous ? Je pense que son souci principal, c'est de résister à la Russie qui veut continuer à envahir l'Ukraine et nie son existence. Aujourd'hui, pas sur le terrain politique. Au moment où on parle, à Pokrovsk a lieu depuis un an un petit Stalingrad. C'est la ville que les Russes sont en train de conquérir. Ça fait un an que les Russes essaient de la conquérir. Les combats sont d'une violence extrême. On parle de 35 000 morts russes, 200 000 tués et blessés russes. On ne sait pas quels sont les chiffres pour les Ukrainiens, mais ça vous dit quel est le souci, je pense, quotidien de Zelensky. Mais ce que ça raconte, effectivement, Zaloujny, qui est une personnalité extrêmement populaire et qui, d'ailleurs, a, main dans la main avec Zelensky, organisé l'armée ukrainienne avant l'invasion de 2022. L'Ukraine lui doit beaucoup, mais à Zelensky également, pour cette même raison. Mais ce que ça montre, c'est que l'Ukraine, contrairement à la Russie, est un pays dans lequel, effectivement, des alternatives politiques peuvent exister. Et lorsque l'Ukraine ne sera plus en guerre et que pourront se tenir des élections présidentielles, eh bien, effectivement, peut-être que Zaloujny pourra se présenter. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Zelensky n'est pas seul. Je crois qu'il ne faut vraiment pas personnaliser toute cette affaire, je crois. Pierre Lévy, est-ce que vous pensez que moi, je ferai deux remarques. D'abord, il faut bien mesurer la portée déstabilisatrice de ces bruits. Le général Zaloujny est bien évidemment tout à fait estimable. Vous avez rappelé son passé. Comme par hasard, ces bruits sont venus de Moscou à un moment, il y a plusieurs mois déjà. Il y avait des informations comme quoi Zaloujny préparait son équipe. Et puis elles viennent de Washington, de J.D. Vance. Vous savez en quelle haute estime Donald Trump tient. Donc cette concurrence est orchestrée pour vous par les Américains de concert. Il y a une part aussi. Il y a une part de volonté de déstabilisation. Et puis, si vous me permettez une deuxième remarque, très brièvement, pour bien comprendre comment tout ça peut se passer. Il faut bien voir qu'il y a une dissymétrie fondamentale entre le côté russe et le côté ukrainien. En d'autres termes, Vladimir Poutine, à tout moment, peut arrêter la guerre. Il peut dire, voilà, j'ai gagné, j'ai repoussé l'OTAN. Il n'y a pas une Douma qui va le mettre en minorité, il n'y a pas une presse qui va contester son point de vue. Je pense que la plupart de la population sera soulagée. Ce n'est pas du tout la même chose en Ukraine. Si à un moment Zelensky dit « écoutez, maintenant on arrête, je rends les territoires », il peut sauter. Il peut y avoir quelqu'un comme le général Zaloujny, mais il peut y avoir aussi des ultranationalistes. Et là, les Russes feront d'une pierre deux coups, parce que d'abord, ils diront, mais regardez, on vous l'avait bien dit, ce sont des successeurs de Bandera, vous savez, le collaborateur des nazis, on avait raison depuis le début. Et deuxièmement, ça fermera la voie européenne à l'Ukraine, parce que nous, on dira, mais attendez, on ne va pas traiter avec ces gens-là. Donc c'est un jeu quand même très compliqué, j'ose pas dire subtil, parce que c'est assez transparent. Et donc profitent, Vera Grantseva, les Américains, est-ce que Volodymyr Zelensky est plus que jamais sous la pression des Américains, et notamment son nouvel envoyé spécial à Washington, c'est Rustem Omrov, qui a donc remplacé Andrei Yermak, qui a été limogé. Effectivement, les Américains essaient d'utiliser le moment, comme ils le voient, le moment de faiblesse. Oui. Mais en fait, les gens qui connaissent l'Ukraine d'aujourd'hui, l'opinion publique, ils savent que même si cette affaire est assez quand même dure pour Zelensky, en même temps, ça ne met pas en question du tout sa personnalité comme leader de résistance contre Poutine. Donc, utiliser cette faiblesse, ça peut paraître possible pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'Ukraine. Et c'est le cas des conseillers aujourd'hui de M. Trump, de Steve Witkoff, qui commençait, en fait, même ce n'est pas les noms de régions de qui il s'agit-il quand on négocie autour de l'Ukraine. Donc oui, ils essaient de le faire, peut-être aussi avec le Conseil de Moscou. Les fuites récentes des appels téléphoniques entre les Russes et les Américains ont montré qu'ils s'entraident pour effectivement aider à faire l'influence sur Trump et sur aussi et pour déstabiliser l'Ukraine. C'est quand même l'idée de J.D. Vance d'essayer de créer la concurrence un peu artificielle
parce qu'effectivement, Zaloujny, même s'il est très populaire en Ukraine, c'est vrai, en même temps, il comprend que ce n'est pas le bon moment pour s'aimer le désordre et le chaos et s'aimer la concurrence. Mais les personnes comme J.D. Vance croient que c'est possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Ukraine qui les intéresse, c'est plutôt les bonnes affaires avec la Russie, les deals, les deals de business. On va y venir, mais juste, alors que les intentions américaines restent floues, Rubio. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, assure, lui, que les intérêts ukrainiens seront préservés. Écoutez. We don't just want to end the war, we also want to help Ukraine be safe forever, so never again will they face another invasion. And, equally importantly, we want them to enter an age of true prosperity. We want the Ukrainian people to emerge from this war, not just to rebuild their country, but to build it back in a way that will be stronger and more prosperous than it's ever been. Antoine Vitkin, et en même temps, ce qu'on entend, prospérité ukrainienne et affaires américaines avec la Russie, c'est ça qui est en train de se jouer, vraiment un deal sur les terres rares, par exemple, et la Sibérie? Je pense que dans la tête de Trump et de son entourage, dont fait partie Witkoff, entre autres, et Jared Kushner, son gendre, il y a certainement, parmi d'autres choses, ce n'est pas la seule raison, effectivement, cette dimension économique, ce rêve d'un deal avec la Russie. Donc on vous donne des régions et on récupère un Et investissement Trump chez vous. et Witkoff ont effectivement une expérience maintenant de plusieurs décennies de travail avec la Russie, avec son gouvernement, avec ses oligarques, avec ses mafieux. Bon. Donc il y a effectivement ce contexte-là. Ça ne résume pas la situation. Je pense qu'effectivement, on ne va pas revenir sur la question de Trump, mais il y a de sa part un alignement idéologique, une stratégie peut-être avec la Chine en ligne de mire, un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, il s'est posé non plus en allié de l'Ukraine et de l'Europe, ce que les États-Unis ont toujours été, mais en médiateur, ce qui est déjà une première surprise, et non seulement en médiateur, mais en plus en médiateur partial, puisque avec un penchant pro-russe. C'est là où on en est. Donc il y a tout ça qui se joue. Et effectivement, on voyait Rubio, il existe aux États-Unis une opposition à cette ligne, qui est une partie de l'administration, une partie du Pentagone, une partie majoritaire du Congrès et une partie majoritaire de l'opinion publique américaine. Et Trump doit composer avec tout cela. Cela dit, effectivement, au moment où on parle, les Ukrainiens et les Européens sont parvenus à faire dévier de son axe ce plan russe, pour reprendre les mots de Rubio, absolument hallucinant, qui n'était pas autre chose qu'une capitulation de l'Ukraine aux conditions russes. Bon, cette partie réaliste et plus attachée aux alliances traditionnelles des États-Unis a effectivement obtenu une forme de gain de cause avec cette négociation avec les Européens et les Ukrainiens. Rien ne dit quelle sera la réaction non seulement de Poutine, mais de Trump sur ce, entre guillemets, nouveau plan. D'abord, les propos que nous venons d'entendre de Rubio, je trouve, sont plutôt réconfortants pour un diplomate, le diplomate français et européen que je reste, parce que je trouve qu'il est dans la ligne, et voilà, il faut que l'Ukraine tienne. Et ça montre bien qu'en fait, il y a des divergences à la fois de méthode et de fond entre Rubio et Witkoff. Et vous savez, parmi les hypothèses des fuites, ça serait pour nuire en fait à Witkoff. Rubio est compétent, on travaille avec lui actuellement, ça c'est bien. Ouais. Moi j'ajouterais quand même, si on essaye de prendre un peu de distance par rapport au quotidien quand même, qui est parfois assez chaotique, désordonné, moi ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est le contraste entre les deux positions. C'est-à-dire vous avez d'un côté un président américain qui veut un deal, qui veut un accord, et de l'autre côté un président russe qui veut un autre monde, qui veut son monde, parce que le débat, la crise actuelle, c'est bien, ça va bien au-delà de la soumission de l'Ukraine, la conquête du Donbass. Il veut un monde multipolaire, il veut sa sphère d'influence en Europe, il veut un monde désoccidentalisé. Et il va servir aussi, enfin il y a quand même la revue officielle de diplomatie russe, la revue officielle de diplomatie russe, qui dit aujourd'hui, qui écrit « Les pays occidentaux sont toujours mieux disposés à écouter lorsque les troupes russes mettent le pied à Paris ou à Berlin, Vera Kantseva ». C'est une revue qui est adoubée par le ministère de la Défense russe. Oui, c'est quelque chose qui est quand même si historiquement il y avait des conflits entre la Russie et l'Europe, mais selon mon un peu approche, c'est quand même plutôt l'héritage de Staline, soviétique. Parce que si on regarde l'histoire russe, pendant l'époque tsariste, la Russie faisait des guerres en Europe, mais en étant les alliés avec d'autres pays européens. Donc c'était un pays européen qui participait dans les conflits européens contre des autres pays européens. Donc ce qui fait Poutine, il continue
continue, en fait, elle veut un peu rejouer les sorts, l'issue de la guerre froide. Il veut remettre à plat tout ce qui s'est passé après les années 90 et montrer que, en fait, la Russie n'a pas perdu la guerre froide et on peut restaurer l'Union soviétique sans socialisme, parce que ça n'a pas fonctionné en Russie comme économie, mais comme un grand empire qui soumet tous les voisins à sa botte. Rapidement, les Européens ont été jugés inutiles et donc ne participant pas à ces négociations et à ces réunions pour la paix. Est-ce que plus de sanctions, c'est l'option de Jean-Noël Barrot d'ailleurs, Pierre Lévy, est-ce que plus de sanctions contre la Russie, c'est une bonne option? Quand on regarde les développements de ces dernières semaines, on voit quand même comment les Européens essaient de se remettre dans le jeu. Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué pour injecter leur position sur le plan de 28 voilà, sur le premier plan de 28 Ouais. points. Et de manière habile d'ailleurs, ils n'ont pas dit c'est un contre-plan. Vous voyez, on a dit nous soutenons les efforts de Donald Trump et nous sommes là en soutien. Et donc maintenant, il y a ce travail qui a eu lieu, qui est en train de se tenir aussi à Paris aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est bien. Mais il est clair que les Européens sont dans une situation très difficile parce qu'ils sont face à une double adversité. C'est exactement le même langage. Les Européens sont des parasites. Ça a été dit par Poutine il y a quelques années, à Trump d'ailleurs, au sommet du G20 à Hambourg. Comme par hasard, quelques années plus tard, l'équipe de Trump, je crois que c'était J.D. Vance, ressort le même thème. Antoine Wilkin, le nerf de la guerre, pardon, c'est l'argent. Pour terminer, les Européens discutent actuellement d'un plan de 140 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Encore faut-il les avoir, trouver cet argent. Et donc, il y a les fonds, les avoirs gelés russes. Est-ce que vraiment on peut arriver à les saisir? Ça paraît impossible. Il n'y a pas de consensus européen. Alors, j'en suis pas spécialiste, c'est extrêmement technique, mais les juristes disent qu'on peut imaginer des artifices juridiques pour convaincre les Belges qui sont aujourd'hui... Et les Hongrois. Bon, alors les Hongrois, ça c'est une Ouais. dimension plus européenne. Compliqué. Un peu autre chose, mais en tout cas c'est la Belgique qui pose un problème Les Belges tiennent pour les pouvoir effectivement utiliser cet argent. Et je crois qu'au-delà de ça, effectivement, les sanctions et le soutien à l'Ukraine sous forme militaire ou effectivement l'utilisation de ces avoirs fonctionnent face à effectivement Poutine et d'ailleurs également Trump, qui ne comprennent que le rapport de force. Donc ça fonctionne. Nous n'avons pas la d'autre Russie est choix. toujours debout. La Russie arrive encore à avoir des forces militaires et à les envoyer en Ukraine. On ne voit pas l'impact direct Quelle des serait la sanctions situation? économiques. Imaginez la situation face à ce qu'on a dit de la volonté de Poutine, s'il n'y avait pas ces sanctions et s'il n'y avait pas surtout ce soutien à l'Ukraine. Enfin, Poutine serait déjà à Kiev depuis longtemps. Donc évidemment que ça fonctionne, nous n'avons pas d'autre choix. Et d'ailleurs, je faisais partie de ceux, et je continue de le dire, qui disaient dès le premier jour, si nous n'aidons pas l'Ukraine à stopper les velléités impérialistes et expansionnistes de la Russie en Ukraine maintenant, ça nous coûtera ensuite beaucoup plus cher. Et on en est un peu là. À un moment, on parle de rétablissement de services nationaux et on se réarme. Donc effectivement, nous n'avons pas, je crois, d'autres cartes entre les mains que cela. Voilà, pas le choix. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Le pape Léon XIV est au Liban. Il y passe 48 heures au programme prière et rencontres œcuméniques sur le thème de la paix. Et puis on évoquera les mésaventures d'un village alsacien en proie au surtourisme. Mais alors un sérieux surtourisme. Mais d'abord le mot vedette du jour, centre éducatif fermé. 19 centres de réinsertion des jeunes ont été fermés sur décision du garde des Sceaux, c'est entendu. Des centres éducatifs fermés. C'est justement le centre éducatif fermé. Dans ce centre éducatif fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Centre éducatif fermé, du grec kentron, point central, du latin educare, instruire, et firmare, clore, désigne une structure de la protection judiciaire de la jeunesse où un mineur est placé lorsqu'un juge impose un contrôle éducatif strict comme alternative à l'incarcération. Le 26 novembre, le ministre concerné a annoncé la fermeture des centres éducatifs fermés. Avant d'annoncer le recyclage des 19 CEF publics en foyers d'éducation renforcés, moins stricts, davantage accompagnement intensif qu'alternative à la prison, et la conservation des 39 CEF associatifs, le garde des Sceaux avait asséné. Ils n'ont pas démontré leur efficacité depuis leur création, ils ne sont ni fermés ni éducatifs. S'ils ont démontré leur prodigalité, 600 € par jeune et par jour, d'abord la Cour des comptes en 2021, puis l'Inspection générale de la justice en 2025 ont déploré qu'il n'existe pas d'évaluation solide de l'impact des CEF sur la récidive, la réinsertion ou la trajectoire des mineurs après leur sortie.
Ces centres ont été créés en 2002 par Chirac et accueillent environ 1100 mineurs de 13 à 18 ans par an afin de leur éviter la case zonzon. Délinquants multirécidivistes, plusieurs fois la même infraction, ou multi-réitérants, plusieurs infractions différentes, 74% ont déjà reçu des condamnations préalables. Les pensionnaires des CEF y restent en moyenne 4,1 mois. En 2010, le contrôleur général des prisons fustigeait le recours abusif, voire usuel aux moyens de contrainte physique dans les CEF. En 2017, le futur président s'engageait pourtant à en doubler le nombre. En 2025, son ministre les condamne sans preuve de leur inefficacité, tout en affirmant constater leur échec. Une grave erreur judicieuse. Merci, monsieur Nolte. Oh, là-bas, les merveilleux nuages. Retour de nos chroniqueurs, poétiques et complètement siphonnés, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors, on commence avec vous, cher Xavier. Le pape Léon XIV effectue son premier voyage à l'étranger. Il est au Proche-Orient. Il l'a débuté vendredi en commémorant le 1700e anniversaire du concile de Nicée. N-I-C-E-E. Voilà. Et alors là, vous nous conduisez à Nicée. Oui, au printemps 325, Élisabeth. C'est donc à Nicée. Alors aujourd'hui, c'est en Turquie. C'est la ville d'Iznik que se réunit un concile à la demande de l'empereur Constantin. Constantin qui s'est converti au christianisme une dizaine d'années auparavant. Et remarquez, c'était une idée assez intelligente de se convertir au christianisme parce que toutes les persécutions, terribles persécutions de ses prédécesseurs n'avaient rien donné. Les chrétiens sont partout, ils sont de plus en plus nombreux, donc se convertir, c'est une manière de sauver l'unité de l'Empire. Et c'est pas rien, ça. Mais ça ne résout pas tous les problèmes, Xavier. Mais non, parce que les chrétiens se divisent. Ils se divisent. Alors, ils se divisent, mais pas simplement en deux camps. Il y en a plein. Alors, il y a ceux qui disent « Ouais, c'est bientôt la fin des temps ». Les autres leur disent « Mais c'est pas la fin des temps ». Il y a ceux qui disent « Faut pas accepter les évêques qui s'associent au pouvoir ». Mais la principale division de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'arianisme. Ça porte sur la nature de Jésus. Donc, Jésus, le Fils de Dieu. Mais y a-t-il une hiérarchie entre les deux? C'est un peu l'idée que porte un ascète qui œuvre du côté de l'Égypte et qui s'appelle Arius. Donc, ceux qui suivent ces dires s'appellent les Ariens, les Ariens. Et donc, ces gens-là se disent non, il y a une hiérarchie entre les deux. Imaginez l'embarras de Constantin, parce que lui, il s'était converti dans l'idée d'unifier l'Empire, et donc, ils sont divisés. Et là, l'empereur tape du poing sur la table et dit... Tous les petits évêques, là, vous venez, vous vous réunissez, vous discutez entre vous et vous trouvez une ligne. Mettez-vous d'accord parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le dire. Et donc, comme ça, vous avez des évêques qui traversent. Ils viennent de loin, ils viennent de toute la chrétienté. Ils se retrouvent, ça discute dur à Nicée. Décision, condamnation d'Arius, condamnation de l'arianisme et mise en place d'un texte. Texte exceptionnel, ce qu'on appelle le symbole de Nicée. Alors, il est plus connu sous son nom de credo. Credo, c'est le premier mot, ça veut dire « je crois ». Et dans ce texte-là, la ligne est claire, c'est Jésus, Dieu, c'est la même chose. Alors le credo est aujourd'hui encore récité, donc le texte a été transformé au fil du temps. Mais la volonté, c'est de marteler la même chose pour que ça rentre dans les esprits. Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vous avez compris? Ça suffit pas. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et on répète ça. Mais voilà, Constantin a son texte. Donc, c'est un texte qui convient à l'Église, qui convient aux fidèles, mais qui convient aussi à l'empereur. Alors, par la suite, bien sûr, il va y avoir d'autres divisions dans l'Église qui portent toujours sur la nature. Très souvent, de Jésus par rapport à Dieu. Est-il 100% homme? Est-il 100% Dieu? Est-il un petit peu entre les deux? Mais en tout cas, Constantin, lui, a réussi. Vous voyez, il ne s'est pas tourné les pouces. Au moins, on ne peut pas dire que c'était un bon à rien. Merci Xavier. Chère Marie, les petits villages alsaciens redoutent le surtourisme pendant cette période de marché de Noël. Oui, couru. Oui, par des millions de personnes. Quand on dit surtourisme, souvent, moi, ça me fait penser à Barcelone ou Venise Japon. ou Dubrovnik. Ouais, voilà, ces villes qui explosent. Mais là, non, vous savez, je vous l'apprends pas, on est en décembre, ça y est, vous avez mangé votre premier petit chocolat du calendrier. Avant le repas, c'est pas bien. Et si Noël a un pays, c'est l'Alsace. En tout cas, c'est ce que dit le slogan des professionnels du tourisme qui ont tellement bien martelé cette idée, tellement bien vendu leur truc, que depuis quelques années, l'Alsace ne gère plus
l'afflux de cars des touristes français, mais pas que français, il y a aussi des cars de touristes italiens, espagnols, allemands, suisses qui viennent se garer à Strasbourg, à Colmar et dans tous les alentours, parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais les marchés de Noël alsaciens, ça se fait aussi dans les petits villages très très mignons, les tout petits villages si authentiques, avec leurs petites maisons à colombages et leurs ruelles pavées qui fleurent bon le vin chaud. Un exemple. Vous nourrissez le surtourisme, là. Vous l'augmentez. Il y a un exemple. J'y suis jamais allée, vraiment. Mais l'AFP, l'agence France-Presse, nous raconte l'exemple du village charmant, paraît-il, de Rigvir. C'est au nord de Colmar. Le ratio est absolument fou. À Rigvir, il y a 1050 habitants à l'année. C'est vraiment un petit village. Il y a 450 000 visiteurs qui vont visiter ce village en décembre. Alors, comment on fait pour les accueillir, sachant qu'il est matériellement impossible d'élargir les rues? Il y a 3 pistes. Déjà, c'est un comble. L'Office du tourisme ne communique plus sur le marché de Noël. C'est quand même assez fou pour des professionnels de la communication. Ensuite, ils ont lancé une application dont j'adore le nom. Ça s'appelle Lutin Futé. Et ça permet de voir, heure par heure, l'affluence marché de Noël par marché de Noël dans le coin. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez, samedi, dimanche, c'est tout noir, nous dit Lutin Futé, vous n'allez pas à Rigvir. Et puis, pour les touristes qui viennent malgré tout, alors que c'est Lutin Futé noir, et bien là, ils ont tenté quelque chose cette année. Regardez, ils ont créé une rue du silence. Donc, c'est une rue où il faut pas parler trop fort. Et vous trouvez des affiches, des panneaux qui vous disent « Keep calm and eat bretzel ». Restez calme et mangez des bretzels. Il y a aussi écrit en anglais « Chuchotez dans le village, s'il vous plaît ». Et « La magie de Noël aime le silence ». Voilà, donc stopper les grelots, il y en a qui dorment, hein, c'est le concept. Une certaine vision de la fête quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra si ça marche ou si ça reste un vœu pieux de dire aux gens de rester calmes et de manger des bretzels. Noël ne fait que commencer, il y a encore un mois de visite. Et puis pour ceux que ça angoisse de faire 40 minutes de queue pour du vin chaud qui devient donc un petit peu tiède, et ben passez Noël à Barcelone. Voilà, c'est mon conseil. Pas sympa pour eux. Bon, merci Marie, merci à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.